Mon nom est Julien. Avant cette nuit fatidique, j'étais un architecte parmi tant d'autres, vivant une vie ordinaire dans une grande ville. Mon quotidien était rythmé par des projets, des réunions interminables et le bruit incessant de la ville. Pourtant, rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver, à la manière dont ma vie basculerait en quelques secondes. Cette histoire est celle de ma lutte, celle d'un petit groupe de survivants dans un monde où chaque instant devient une épreuve. La lumière m'a réveillé. Une clarté aveuglante, plus forte que 1000 soleils, qui semblait vouloir effacer le monde. Puis, l'onde de choc est arrivée, une vague qui a balayé tout sur son passage. Mon appartement a tremblé comme un château de cartes. Les vitres ont explosé, projetant des éclats de verre partout. Je me suis retrouvé au sol, sonné, avec le goût métallique du sang dans la bouche. Un bourdonnement constant résonnait dans mes oreilles, tandis que le chaos s'emparait de la ville. Lorsque j'ai enfin osé regarder par la fenêtre, tout ce que je connaissais était en ruine. Des immeubles effondrés, des flammes jaillissant des rues et un ciel noirci par une fumée dense. Je savais que je devais bouger, mais mes jambes semblaient paralysées. Finalement, l'instinct a pris le dessus. J'ai attrapé un sac à dos, y fourrant une bouteille d'eau, quelques vêtements et une lampe torche, puis je suis descendu dans la rue. La chaleur était suffocante et l'air empestait une odeur de brûlé et de mort. Les gens couraient, hurlaient, cherchant désespérément un abri. Certains, comme moi, étaient simplement perdus, incapables de comprendre l'ampleur de la catastrophe. J'ai suivi un groupe qui se dirigeait vers un parking souterrain. Là, dans la pénombre, nous avons attendu, terrés comme des animaux. Lorsque le bruit des explosions a cessé, un silence pesant s'est abattu. Les gens autour de moi murmuraient, pleuraient ou restaient simplement figés. Je savais que rester ici serait un piège. L'air devenait irrespirable, chargé de cendres et de particules radioactives. Avec un morceau de tissu autour du visage, je suis sorti à nouveau, décidé à trouver un endroit plus sûr. Les rues étaient méconnaissables. Des corps jonchaient le sol, certains encore accrochés à un dernier souffle de vie. J'ai croisé une femme hurlant le nom de son enfant, ses mains ensanglantées en fouillant les décombres. Je ne pouvais pas m'arrêter. À chaque pas, je sentais la culpabilité me ronger, mais l'instinct de survie me poussait en avant. J'ai finalement trouvé refuge dans un bâtiment à moitié effondré. D'autres survivants s'y étaient regroupés. Ensemble, nous avons barricadé les entrées et partagé ce que nous avions. Personne ne parlait vraiment. Nous étions trop occupés à essayer de comprendre ce qui venait de se passer et à ne pas sombrer dans le désespoir. Les jours suivants ont été une lente descente en enfer. L'eau et la nourriture sont rapidement devenues notre préoccupation principale. Les supermarchés avaient été pillés dans les premières heures et les réseaux d'eau étaient inutilisables. Nous buvions ce que nous pouvions trouver sans savoir si c'était contaminé. Un matin, nous avons décidé d'envoyer 2 membres du groupe explorer un ancien entrepôt. Ils sont revenus avec quelques conserves, mais l'un d'eux avait été gravement blessé dans un éboulement. Ses cris de douleur résonnaient dans nos têtes, mais nous n'avions rien pour le soigner. Ce soir-là, il est mort et nous avons dû l'enterrer dans un sol durci par les débris et la cendre. Les jours passaient et les tensions augmentaient. Un homme dans notre groupe a été accusé de voler des rations. Une dispute violente a éclaté, culminant en une bagarre qui a laissé tout le monde encore plus épuisé. Nous savions que cette fracture mettait en péril notre fragile cohésion, mais personne ne semblait capable de calmer les choses. C'est alors que la véritable menace est arrivée. Une bande armée s'est présentée à notre abri, exigeant nos provisions. Nous étions trop faibles pour résister. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, laissant derrière eux une promesse sinistre. Ils reviendraient. Nous savions que rester ici n'était plus une option. Nous avons décidé de quitter la ville, espérant trouver un refuge dans la campagne. La marche était éprouvante. La cendre tombait du ciel comme une neige toxique, et chaque pas semblait nous rapprocher un peu plus de l'épuisement total. Les rares arbres que nous avons croisés étaient dénudés, leurs branches semblables à des bras tendus vers un ciel impitoyable. Dans une forêt morte, nous avons découvert un bunker abandonné. À l'intérieur, des restes d'une autre communauté nous attendaient, des lits de fortune, des murs couverts d'inscriptions désespérées et des corps. Nous sommes restés là une nuit, trop effrayés pour dormir profondément avant de repartir. La traversée du champ restera gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus terrifiants de cette descente aux enfers. Nous étions épuisés, le ventre vide, les pieds saignants à travers nos chaussures usées. Les nuages de cendres filtraient à peine la lumière, et tout autour, un silence oppressant régnait. Nous avions appris à éviter les grands espaces ouverts, mais parfois, nous n'avions pas le choix. Ce champ,
une étendue dévastée, nous barrait la route vers ce que nous espérions être un refuge. Alors que nous avancions prudemment, une silhouette est apparue à l'horizon, suivie de plusieurs autres. Je n'oublierai jamais la façon dont leur démarche trahissait une intention violente. Ils étaient armés, visiblement organisés, et leur regard brillait d'une faim prédatrice. Nous savions qu'ils ne venaient pas pour négocier. Jean, un ancien militaire de notre groupe, a pris les devants. Il avait toujours été une figure rassurante, même dans les pires moments. D'une voix calme mais déterminée, il nous a ordonné de courir, de chercher un couvert à l'autre bout du champ. « Je vais les distraire », a-t-il ajouté, sans attendre de réponse. Nous avons hésité. Chacun d'entre nous savait ce que cela signifiait. Mais Jean n'a pas laissé de place au doute. Il s'est mis à courir dans la direction opposée, criant et agitant les bras pour attirer l'attention des pillards. Leur intérêt s'est immédiatement tourné vers lui, et nous avons profité de l'ouverture pour fuir. Chaque pas était une torture, mais nous n'osions pas nous retourner. Les tirs ont retenti derrière nous, leur écho résonnant comme un marteau sur nos consciences. Chaque coup de feu était une confirmation de son sacrifice. Je voulais croire qu'il avait une chance, qu'il parviendrait à s'en sortir, mais au fond de moi, je savais que nous ne le reverrions jamais. Lorsque nous avons enfin atteint un couvert, nous nous sommes effondrés, haletants. Personne ne parlait, mais les larmes coulaient librement. Jean avait donné sa vie pour que nous puissions continuer. Son acte de bravoure nous sauvait, mais il nous laissait aussi avec un fardeau insupportable. Comment continuer à avancer, sachant que son sacrifice n'aurait de sens que si nous survivions? Cette nuit-là, nous avons allumé un feu discret, non pour nous réchauffer, mais pour honorer sa mémoire. C'était un maigre hommage, mais c'était tout ce que nous pouvions offrir. La découverte du signal radio fut une bouffée d'air dans un océan de désespoir. C'était un bruit faible, grésillant, à peine audible, mais il portait en lui une promesse. Une communauté de survivants existait encore, quelque part. La voix, à travers les interférences, mentionnait des coordonnées et parlait d'un refuge. Les mots étaient simples, mais pleins d'espoir. « Venez si vous le pouvez. Nous avons de l'eau, de la nourriture et de quoi nous défendre. » Nous étions partagés entre la joie et l'appréhension. Était-ce une véritable opportunité ou un piège? Certains membres du groupe, épuisés par les semaines de lutte, ne voulaient pas prendre le risque. D'autres étaient prêts à tout tenter pour échapper à cette vie d'errance. La décision n'a pas été unanime, mais finalement, nous avons convenu de nous diviser. Ceux qui avaient encore la force et la volonté suivraient les coordonnées. Les autres resteraient en arrière, espérant peut-être qu'un miracle viendrait à eux. Le voyage vers les coordonnées mentionnées fut le plus difficile que nous ayons entrepris. Les jours étaient une alternance de chaleur suffocante et de froid mordant, les nuits peuplées de bruits inquiétants. La faim nous rongeait et nos forces diminuaient à mesure que nous avancions. Nous mangions ce que nous trouvions, racines, insectes et, dans les pires moments, des restes douteux laissés par d'autres survivants. Un soir, alors que nous approchions de notre destination, une tempête de poussière nous surprit. Le vent était si violent qu'il semblait vouloir nous arracher la peau. La visibilité était nulle, et dans la confusion, nous avons perdu l'un des nôtres. Nous avons crié son nom, cherché dans toutes les directions, mais la tempête rendait toute tentative de le retrouver vaine. Nous n'avions pas le choix, il fallait continuer. Le poids de cette perte alourdissait encore un peu plus nos cœurs. Le camp de secours était à la fois une bénédiction et un choc. Lorsque nous avons aperçu les premières structures, des tentes et des bâtiments de fortune entourés de barrières rudimentaires, nous avons ressenti un soulagement indescriptible. Mais à mesure que nous nous approchions, nous avons réalisé que ce lieu, bien qu'accueillant, portait les marques de la lutte. Les visages des habitants étaient creusés par la fatigue et chaque regard reflétait une histoire de souffrance. Nous avons été accueillis avec une méfiance prudente. Les ressources du camp étaient limitées, et chaque nouvelle bouche à nourrir représentait un poids supplémentaire. Pourtant, on nous a offert de l'eau, un repas chaud et un endroit pour nous reposer. Ces gestes, si simples en apparence, semblaient presque irréels après des semaines de privation. Dans les jours qui suivirent, nous avons appris à connaître les autres survivants. Chacun avait une histoire tragique, un récit de perte et de sacrifice. Mais ce camp était aussi un lieu de résilience. Les habitants avaient créé un système rudimentaire, mais fonctionnel, pour partager les ressources et se protéger. Ils nous ont montré que même dans les pires circonstances, l'humanité pouvait trouver un moyen de persister. Pourtant, tout n'était pas parfait. Les tensions existaient et l'avenir restait incertain. Les réserves de nourriture diminuaient et le camp était régulièrement menacé par des bandes armées.
Mais pour la première fois depuis longtemps, nous avions une base, un lieu où reconstruire une partie de ce que nous avions perdu. Nous étions brisés, mais nous étions vivants. Et dans ce monde de ténèbres, cela suffisait à rallumer une étincelle d'espoir.